Bonsoir à tous, bienvenue dans le 19-20. La vente de billets de train bientôt généralisée dans les bureaux de tabac. La SNCF cherche à compenser la fermeture des guichets. 350 rien que l'an passé selon la CGT. La direction assume cette mutation. Les contrôles à l'entrée des prisons sont-ils suffisants? Les surveillants dénoncent une législation inadaptée au lendemain de l'attaque terroriste d'un détenu radicalisé et de sa compagne à Condé-sur-Sarthe dans l'Orne. L'image du jour, Carlos Ghosn, presque méconnaissable lors de sa sortie de prison. L'ancien grand patron est libre mais assigné à résidence au Japon et sous surveillance 24 heures sur 24. L'Aïeul est à nouveau un nom protégé. Les habitants de la commune de l'Aveyron ont gagné leur bataille pour récupérer leur marque. Mais d'abord, la polémique qui agite en ce moment la commune de Saint-Jory en Haute-Garonne. Le maire vient d'offrir des bons d'achat de 50 € à ses administrés. En pleine crise des Gilets jaunes, le coup de pouce est bien sûr le bienvenu, mais l'opposition dénonce une campagne politique déguisée à 15 mois des municipales. Anne Bourse et nos équipes en région. Donc je vous remets le bon de 50 €. Merci. Depuis lundi, comme Janine, les habitants de Saint-Jory se pressent à la mairie pour récupérer leur bon d'achat de 50 €. Une aide distribuée aux 2700 foyers de la commune. Un coup de pouce bienvenu pour Janine. On est retraités maraîchers. Alors nous avons une petite retraite. Avec ces 50 €, ça me permettra d'aller faire mes courses, un chariot, une semaine. Les bons peuvent être dépensés dans une vingtaine de commerces. Cette opération a pu se faire grâce à un excédent de fonctionnement de la commune de 135 000 €. Mais l'opposition municipale y voit une manœuvre électoraliste. Bon d'achat offert par Thierry Forcassier avec la tête du maire. Je me dis c'est presque trop gros, quoi. On a un maire qui se sert de la crise des Gilets jaunes pour faire sa campagne municipale, en plus sur le dos des Saint-Joriens. Une polémique infondée pour le maire de la commune. On vote en mars 2020, donc on est presque un an et demi avant. Alors je sais bien que pour eux la campagne effectivement a commencé. Eux ils sont vraiment là-dedans. Moi je n'y suis pas encore. Les habitants ont jusqu'à la fin de l'année 2019 pour utiliser ces bons d'achat, 3 mois avant les élections municipales. La vente de billets de train dans les bureaux de tabac devrait bientôt se généraliser. La SNCF essaie de trouver de nouveaux canaux de distribution puisqu'elle ferme progressivement ses guichets. Des initiatives sont déjà menées dans plusieurs régions. Les consommateurs bénéficient-ils du même service qu'en gare? Nous avons vérifié sur le terrain. Olivier Poncelet et nos équipes en région. À Champagnole, dans le Jura, les guichets ont fermé. La SNCF invite à utiliser Internet ou une application pour téléphone. Pour les billets de TER seulement, il est encore possible d'avoir affaire à un être humain à la maison de la presse du village, un peu plus loin. À la manœuvre, ce n'est plus un cheminot, mais Sandrine, buraliste de métier, qui doit s'adapter. C'est pas très compliqué, mais il y a quand même des options à savoir quand même, quoi. Savoir s'ils ont une carte plus de 26, une carte week-end, enfin il y a beaucoup de choses techniques à savoir, faut pas... Voilà. Vous avez eu une formation? Une petite formation, puis on apprend sur le tas. À Évron, en Mayenne, 7000 habitants, c'est à la brasserie juste en face de la gare que l'on peut acheter son billet. On a dit le prochain à 13h11, arrivé à 13h59 au Mans. C'est toujours plus agréable d'avoir quelqu'un vis-à-vis de nous pour nous conseiller et puis savoir un petit peu comment ça se passe plutôt qu'une machine où il n'y a pas toujours les trajets détaillés correctement. Depuis le mois de décembre, la vente de billets de train qui ressemblent désormais à des tickets de caisse se fait donc sur cette tablette fournie par la SNCF qui paye quelques centaines d'euros aux commerçants pour ce service. On n'est pas guichetier de la SNCF, on n'a pas toutes les informations qu'a un guichetier de la SNCF. On se contente, nous, de vendre le billet et de renseigner au mieux qu'on peut les clients. Un choix économique pour la SNCF. À Évron, il ne se vend en moyenne que 4 à 5 billets par jour. Toujours moins de guichets. Dorothée Lachaud, bonsoir, vous êtes en gare de Lyon. La SNCF assume cette politique.
Oui, Carole, elle l'assume et la gare de Lyon est justement l'un des exemples très parlants de cette tendance puisque ici, la SNCF a supprimé 40 guichets, c'est-à-dire les 2/3 des guichets à l'intérieur de la gare. Et cette tendance, elle se confirme sur l'ensemble du territoire puisque selon la CGT, plus de 350 points de vente ont été progressivement supprimés en France depuis un an. Résultat aujourd'hui, eh bien, si vous vous rendez dans la moitié d'un des 3000 points d'arrêt de TER, il vous sera complètement impossible d'y acheter un billet faute de guichet. Et cette politique, eh bien, elle est totalement assumée par Guillaume Pepy, le patron de la SNCF. Selon lui, il n'est pas rentable de maintenir dans les toutes petites gares des guichets, en sachant que certaines gares ne vendent que 15 à 20 billets par jour. Il avance également un autre argument, celui de l'évolution de la demande. Aujourd'hui, un utilisateur sur 2 fait appel à Internet pour commander son billet de train et rend donc le traditionnel guichet obsolète. Merci beaucoup Dorothée. Libre mais assigné à résidence au Japon, Carlos Ghosn est sorti de prison ce matin après 108 jours de détention. Son procès n'aura pas lieu avant 6 mois. En attendant, l'ancien grand patron devra vivre sous la surveillance de caméras 24 heures sur 24. Huguette. L'accoutrement de Carlos Ghosn le rend difficilement identifiable. Mais l'homme qui porte une casquette bleue, des lunettes et un masque facial est bien l'ex-patron de Renault-Nissan. L'ancien PDG s'engouffre dans une camionnette sans dire un mot. Des hélicoptères de la télévision japonaise poursuivent l'homme d'affaires en direct. Direction le cabinet de son avocat, où une meute de caméras parvient à saisir un Carlos Ghosn assis à l'arrière du véhicule, débarrassé de son camouflage, le regard perçant mais toujours aussi mutique. La libération de l'ex-patron de Renault-Nissan est assortie d'un contrôle judiciaire particulièrement strict. Ses passeports sont confisqués, il n'a pas le droit de quitter le Japon. Son logement est placé sous vidéosurveillance extérieure et gardé en permanence. Il n'a aucun accès à Internet, hormis lorsqu'il se rend chez son avocat. Enfin, son mobile ne lui sert qu'à téléphoner. Impossible d'envoyer des SMS. Carlos Ghosn pourrait rompre le silence dans les prochains jours lors d'une conférence de presse. Le statut des sapeurs-pompiers volontaires menacés par la justice européenne, elle considère que ces bénévoles effectuent un vrai travail qui exige des périodes de repos. Le cumul avec un emploi salarié deviendrait donc quasiment impossible. Ce serait une catastrophe puisque les bénévoles représentent près de 80% des effectifs en France. Les petites casernes ne pourraient plus fonctionner normalement. Regardez ce reportage tourné dans le Haut-Rhin par Hugo Puffnet. Une voiture de fonction, un équipement en permanence à l'intérieur. Et les vêtements, le casque avec les Rangers, la veste de feu. Jean-Christian Neff a tout d'un pompier professionnel. Pourtant, c'est un pompier volontaire, son véritable emploi, responsable de la sécurité dans cette usine. Par rapport à la fiche de sécurité au poste, est-ce que tu as des choses qu'on pourrait améliorer? Alors qu'il travaille, l'homme porte à la ceinture ce boîtier d'alarme, un bip. Ce pompier volontaire est d'astreinte pendant une semaine. S'il est déclenché la journée au travail, il abandonne son poste au plus vite. S'il intervient de nuit, il revient le lendemain matin, aux horaires habituels. Un exemple concret, une intervention en pleine nuit à 1h du matin, le bip sonne, on se lève, on s'habille, je pars depuis la maison avec le véhicule, je me rends sur l'intervention. L'intervention elle a duré 2 heures de temps et la journée se passe comme d'habitude avec un petit peu de fatigue, mais on va au lit un peu plus tôt le soir et c'est bon. Problème, la justice européenne, elle, considère que ce volontariat est un travail. Le pompier volontaire devrait donc disposer de 11 heures de repos minimum par jour. Et avec ces 2 fonctions, il ne pourrait pas cumuler plus de 48 heures par semaine. Pour l'instant, ces règles ne sont pas appliquées, mais elles inquiètent déjà l'employeur de Jean-Christian Neff. Concrètement, on serait obligé, sur les 15 pompiers que nous avons, pompiers volontaires que nous avons au sein de l'entreprise, de leur demander de choisir entre leur engagement citoyen et leur emploi au sein de notre entreprise. La caserne de ce pompier volontaire serait menacée de fermeture. Ici, en milieu rural, tous les pompiers sont des volontaires. Il n'y a aucun professionnel. On fermerait la caserne, les secours viendraient toujours, mais ils viendraient de la grande ville et on mettrait en fait 40 minutes pour avoir des secours de proximité. En France, près de 80% des sapeurs-pompiers sont des volontaires. Pour tous les embaucher, cela coûterait 2,5 milliards d'euros. C'est plus de la moitié du budget annuel des pompiers.
Ce qu'elle n'a pas réussi à imposer à l'Europe, la France se l'impose à elle-même. Bruno Le Maire a présenté aujourd'hui en Conseil des ministres son projet de taxe sur les géants du numérique, ce qu'on appelle les GAFA. David Boïry, bonsoir, ça fait longtemps qu'on en parle. Ça va toucher combien d'entreprises? Alors, pas uniquement les 4 GAFA, c'est-à-dire Google, Apple, Facebook et Amazon. Selon les calculs de Bercy, une trentaine de groupes seront concernés, notamment certaines marques françaises très connues comme Cdiscount, Mythic ou Chauffeur Privé. Il faut dire qu'elles ont toutes été rachetées par des groupes étrangers. Seule une entreprise vraiment française sera touchée. C'est Criteo, spécialiste de la publicité sur Internet. Sa direction à Paris nous explique comprendre la démarche du gouvernement, mais regrette d'être doublement taxée, car en plus de la taxe GAFA, elle paye d'ores et déjà ses impôts en France. C'est donc pour elle une mauvaise nouvelle qui n'incitera pas forcément à continuer d'investir ici plutôt qu'aux États-Unis. Alors justement, n'y a-t-il pas un risque que certains groupes contournent cette taxe GAFA? Alors, il y a une vraie difficulté, c'est le calcul du chiffre d'affaires réalisé en France. Google, par exemple, a déclaré en 2017 395 millions d'euros. Or, les spécialistes estiment que ces ventes publicitaires sont 5 fois plus importantes, c'est au moins 2 milliards d'euros par an. Rien d'illégal, la plupart des transactions sont en fait enregistrées en Irlande. Mais pour limiter cette évasion, la loi va créer un nouveau critère, les adresses Internet des clients qui permettent de les localiser et donc de mieux mesurer l'activité des géants du numérique dans notre pays. Ouais, merci beaucoup David. Prison bloquée aux prises de services perturbées. Aujourd'hui, 18 établissements pénitentiaires ont été affectés par le mouvement de colère des surveillants. Beaucoup sont encore sous le choc au lendemain de l'attaque terroriste à la prison de Condé-sur-Sarthe dans l'Orne. 2 de leurs collègues ont été grièvement blessés et sont toujours hospitalisés ce soir. Comment la compagne du détenu radicalisé a-t-il pu introduire en prison un couteau en céramique? Le personnel dénonce aujourd'hui une législation qui ne permet pas d'assurer la sécurité lors des visites. Laurence Naon, Hugo Pufnet, Hugo Laridon. Condé-sur-Sarthe, prison ultra-moderne, ultra-sécurisée. Pas de surpopulation carcérale. Pourtant hier, l'établissement a été le théâtre d'une attaque terroriste. En cause, la fouille des visiteurs. La compagne de Mickaël Chiolo aurait fait entrer une arme alors qu'elle lui rendait visite. Un couteau en céramique, dont la lame ne déclenche pas les détecteurs de métaux. Elle s'est présentée hier à la prison vêtue d'un voile intégral. Quand vous avez une femme qui arrive avec des vêtements très amples, elle se soumet au détecteur de masse métallique, mais uniquement le détecteur de masse métallique. Mais sous les vêtements, on cache plein de choses. Et puis, il y a des cavités naturelles aussi où on ne peut rien faire. Aujourd'hui, on a les moyens techniques. Il suffit juste d'avoir le droit de le faire. Pour l'instant, la loi est claire. Si le portique sonne au passage d'un visiteur, la personne doit enlever les objets métalliques qu'elle porte sur elle. Si le détecteur continue à sonner, le surveillant peut alors proposer une fouille que le visiteur est en droit de refuser. Dans ce cas, l'accès à la prison lui est interdit. Aujourd'hui, les surveillants réclament des fouilles systématiques des visiteurs. Quand nous, on va dans un stade, on est obligé d'être palpé. Quand on va à un concert, on est obligé d'être palpé. Quand on va à l'aéroport, on est palpé. Ici, non. Les personnels pénitentiaires estiment que la législation actuelle ne leur permet pas d'assurer la sécurité et demandent à la garde des Sceaux de changer le système. Il ne me semble pas pensable que l'on puisse entrer en détention avec des objets qui ne puissent pas être détectés. Il y aura donc fouille systématique ? Je ne peux pas le dire là, je vais attendre que l'inspection me rende son travail. Sans attendre cette enquête, le Premier ministre vient d'annoncer un renforcement des fouilles des visiteurs à l'entrée des prisons. Et l'enquête devra maintenant déterminer comment l'assaut a été préparé. Pour l'instant, la police ne peut pas interroger Mickaël Chiolo puisqu'il est toujours hospitalisé et plongé dans un coma artificiel. Sa compagne est morte au cours de l'intervention du raid. Nathalie Pérez, bonsoir. On en sait un peu plus sur son profil. Oui, en effet, elle s'appelait Hanan Aboulana, elle avait 34 ans, elle n'était pas fichée S, mais connue par les services de renseignement comme étant une personne radicalisée. Elle vivait à Mulhouse, où elle était originaire, et c'est là qu'il y a 6 ans, elle a débuté une correspondance avec Mickaël Chiolo. Ce dernier avait, depuis sa prison à Mulhouse, passé une petite annonce matrimoniale sur un site communautaire. La jeune femme a ensuite obtenu un permis de visite, et lorsqu'il a été transféré à Condé-sur-Sarthe, elle a continué à aller le voir régulièrement. Là-bas,
elle était hébergée par une amie, la compagne d'un islamiste radical, détenu lui aussi. Alors le couple a-t-il bénéficié de complicité? C'est bien sûr l'une des questions qu'on se pose ce soir. Oui, bien sûr. Les enquêteurs s'interrogent sur le rôle qu'a pu jouer cette logeuse. Depuis hier, elle est en garde à vue, tout comme un couple qui se trouvait dans une unité familiale au même moment et juste à côté de Michael Kiolo et de sa compagne. Ce soir, les 3 suspects devraient être transférés dans les locaux de la sous-division antiterroriste à Levallois-Perret pour y être interrogés. Merci beaucoup Nathalie. Les cultures OGM sont interdites en France et pourtant 8000 hectares de terre sont contaminés par des lots de semences défectueux. Les graines de colza étaient destinées aux agriculteurs américains. Ils se sont retrouvés par erreur sur le marché français. Où se trouve la faille? Monsanto ne donne pour l'instant aucune explication, ce qui n'est rassurant ni pour les agriculteurs ni pour les consommateurs que nous sommes. Nicolas Landaloussi et nos équipes en région. Son colza n'a pas eu le temps de fleurir, mais Damien Brunel a dû en arracher 20 hectares. En cause, des graines comme celle-ci, génétiquement modifiées. Produites en Argentine, ces semences sont normalement destinées au marché nord-américain, notamment au Canada. Mais elles ont finalement atterri en France, alors que leur commercialisation y est interdite. Résultat, cet agriculteur de laine a perdu 20% de sa récolte et plusieurs milliers d'euros. On nous parle d'éviter le gaspillage. Là, on est quand même sur des cultures qu'on a conduites avec soin, avec beaucoup de soins, beaucoup de travaux qui ont été faits depuis le mois d'août. On est 7-8 mois plus tard, et là, maintenant, il faut tout détruire. Alors comment ces semences, pourtant interdites en France, ont-elles pu arriver sur notre sol? Selon Bayer, la société qui les a produites sous la marque Monsanto, les graines génétiquement modifiées se seraient retrouvées accidentellement sur notre territoire. Nous investiguons toutes les causes possibles. Nous n'avons pas d'évidence à ce jour. Dans l'attente de plus de clarté, nous recentrons la production sur l'Europe pour fournir le marché français. En France, 8000 hectares sont concernés, 80% auraient déjà été détruits. Mais le problème n'est pas réglé. Les agriculteurs ayant planté ces graines vont devoir respecter un protocole de suivi strict imposé par le ministère de l'Agriculture. On va être surveillé pendant 2 ans, surveillé comme quoi il n'y aura pas de repousse de ces colzas, afin d'être sûr que les colzas ne fleurissent pas et n'aillent pas envoyer leur pollen sur d'autres plantes en se croisant, par exemple avec certaines mauvaises herbes. Comme Damien Brunel, 700 agriculteurs français attendent désormais d'être indemnisés. Dans l'Aude, c'est un autre sujet d'environnement qui préoccupe la population. Il y a 5 mois, le département subissait les pires inondations de son histoire. 15 morts, de gros dégâts et peut-être une contamination à l'arsenic. Les crues ont drainé des sols pollués dans la vallée de l'Orbiel. Ce soir, le magazine Pièces à conviction mène l'enquête. Charlotte Gillard. C'est une vallée encore meurtrie, bientôt 5 mois après les inondations. Dans chaque village sinistré de l'Aude, on distingue toujours les sillons creusés par la crue. Cette catastrophe naturelle est-elle aujourd'hui à l'origine d'un désastre sanitaire et écologique? Pour comprendre cette menace, il faut remonter l'Orbiel, l'un des cours d'eau qui a débordé. Car tout près se trouve aussi l'ancienne mine d'or de Salsigne, fermée en 2004. Dans son ventre reposent des tonnes de déchets minéraux. Moi, je ne les vois pas, les produits toxiques, ils sont où là? Ils sont cachés sous cette couverture de terre. C'est une fausse colline que vous voyez. Des montagnes artificielles lessivées par les pluies diluviennes en octobre dernier. L'érosion aurait libéré notamment de l'arsenic. C'est ce qui expliquerait la couleur orangée de l'eau à cet endroit. Tout ça a coulé donc selon la pente. Ça a rejoint la rivière Orbiel qui est là. La vallée de l'Orbiel a-t-elle pu être contaminée? Au lendemain des inondations, la préfecture s'est voulue rassurante. Analyse à l'appui. Les analyses confirment l'absence de pollution significative. Mais dans le doute, ces 2 chimistes indépendants ont décidé de mener leurs propres expertises. Ils ont réalisé des prélèvements dans la rivière, sur ses berges, dans les potagers et jusque dans les aires de jeu pour enfants. Résultat, dans cette mare, le taux d'arsenic atteint 16 462 microgrammes. C'est 400 fois plus que le seuil normal. Dans le potager,
c'est 8 fois plus. Même chose dans le jardin d'enfants. Ce jardin, il devrait faire l'objet de... soit ils enlèvent des tombereaux de terre et remettent de la terre non contaminée, soit ils recouvrent avec du béton. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais ils ne peuvent pas laisser un jardin familial, des jardins d'enfants, avec ces concentrations d'arsenic. Le préfet de l'Aude a annoncé vouloir réunir courant mars ces chercheurs indépendants avec les organismes d'État afin de confronter leurs résultats. Enquête de pièces à conviction avec Virna Sakis ce soir à 23h35. C'est une histoire qui malheureusement se répète dans les déserts médicaux. Des familles attendent des heures pour trouver un médecin disponible pour signer un acte de décès à domicile. C'était le cas la semaine dernière dans l'Hérault. C'était aussi le cas récemment dans l'Aisne pour ces deux sœurs que nous avons rencontrées. Voici leurs témoignages recueillis par Nicolas Elandaloussi et Mathieu Benito. Pour Christine et Brigitte, revenir dans la maison de leur mère est toujours difficile. Venue pour une simple visite un après-midi de novembre, Christine découvre le corps de sa mère inanimé. Alors voilà, c'est là que j'ai trouvé ma maman par terre. Et donc malheureusement, j'ai constaté qu'elle était décédée. Pour les deux sœurs, un parcours du combattant débute, car elles peinent à trouver un médecin pour venir constater le décès. Munies de leur annuaire, elles vont en appeler une trentaine, sans succès. Le corps de leur mère va rester 11 heures allongé sur le sol. Moi, je dis qu'il y a un manque de respect de l'être humain, là. Même si elle était décédée, c'est quand même une personne, c'est inadmissible qu'un médecin se déplace pas, même si on n'est pas client. Je sais pas, nous, on était dans le désarroi. Qu'est-ce que c'est de venir 5 minutes pour constater un décès? Alors chaque fois on leur disait, qu'est-ce qu'on fait? Essayez un autre docteur, essayez un autre docteur. Donc c'est ce qu'on faisait. C'est finalement le docteur Casalis qui va se déplacer. Face à la détresse des deux sœurs, il va parcourir les 35 km qui séparent son cabinet du domicile de la défunte. Pour lui, cette situation reste exceptionnelle, mais pourrait se répéter. Je sais que sur l'an, il y a un déficit, je dirais, au moins de 25% de médecins généralistes. On craint, avec cette situation démographique tendue et vraiment très critique dans l'Aisne, qu'on ait ce genre de situation qui se reproduise. Pour éviter que des situations comme celle vécue par Christine et Brigitte ne se reproduisent, depuis 2017, un décret prévoit de rémunérer les médecins pour la rédaction des certificats de décès uniquement les nuits et le week-end. Et on termine par la victoire de tout un village. La commune de Laguiole, le berceau de la coutellerie, vient de récupérer l'usage de son nom. Pendant des années, un chef d'entreprise s'était accaparé la marque pour vendre tout et n'importe quoi, même des produits non fabriqués dans l'Aveyron. Marie Justet avec Agnès Géraud-Carlier et Marc Félix. Laguiole, un village aveyronnais connu dans le monde entier pour son célèbre couteau orné d'une abeille. La commune était dépossédée de son nom depuis 1993. Un entrepreneur parisien dépose alors le nom Laguiole, puis vend l'usage de l'appellation à plusieurs fabricants. Bottes, montres, barbecue ou encore cette collection de pipes. La plupart produits en Chine, aux grandes dames des habitants. On produisait des produits dont la plupart étaient fabriqués en Asie, en profitant du nom et de l'image du territoire. Donc imaginez les dégâts que c'était possible, et sans compter que si on souhaitait faire des produits à Laguiole, on pouvait se trouver en contrefaçon de ces produits asiatiques. Et les premiers à se réjouir, ce sont les fabricants du fameux couteau. Ils avaient remporté une première victoire il y a 2 ans en retrouvant l'appellation Laguiole pour leurs produits phares. Désormais, ces artisans pourront aussi commercialiser des produits dérivés. À partir du moment où on fait un moulin à poivre Forge de Laguiole, il y a écrit Forge de Laguiole dessus, on devenait contrefacteur. Depuis ce matin, on n'est plus contrefacteur. C'est plutôt une très bonne nouvelle pour nous. Mais la bataille n'est pas finie car selon son avocate, l'entrepreneur parisien conserve le droit d'exploiter certaines marques Laguiole. Ce sont ces marques historiques, ces marques de base qu'il a déposées en 1993 et en 1994. Donc mon client peut continuer à les exploiter, il en est titulaire. Lesquels exactement? Contactée, la commune assure qu'elle est en train de les identifier
et se réserve le droit d'une nouvelle action en justice. À 21h, la carte au trésor avec Cyril Ferraud qui nous emmène ce soir dans la Somme. Le soir 3, ce sera 23h15 avec Francis Letellier. Excellente soirée à vous et je vous dis à demain. Bonsoir. Retrouvez toute l'info en continu sur le canal 27.